Mais tu vas où comme ça? Je te l'avais déjà dit, je vais visiter la France. Ah bon? Et avec qui? Toute seule, et de temps en temps, une motarde me rejoindra dans mon périple pour me présenter son parcours, mais aussi la culture et la gastronomie de sa région. C'est top ça. Bon bah bonne route. Moto Cocotte, c'est un podcast sur le voyage à moto. C'est des rencontres, c'est des coins hors des sentiers battus, c'est la bonne bouffe. Bref, c'est une balade à travers la France en mode carpe diem. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une belle journée pour créer une nouvelle page de l'histoire de ce motocast en vous emmenant au Wat Tamapatip. Au quoi? Ça sonne pas français, ça? Oui, effectivement, ce n'est pas français, c'est thaïlandais. Le Wat Tamapatip, ça veut dire le temple de lumière en thaï. C'est un temple bouddhiste qui se situe en Seine-et-Marne, à Moissy-Cramayel. Et il surprend vraiment, car il vient en contraste avec la jungle urbaine qui l'entoure. En fait, c'est un ancien château, le château de Luni, qui a été reconverti en pagode. Et d'ailleurs, le restaurant s'appelle The Château. J'ai découvert cet endroit incroyable il y a 2 ans de ça. Au départ, avant d'y aller, j'imaginais voir 3-4 statues de Bouddha avec un autel de prière où on peut déposer de l'encens et une petite gargote. Et finalement, j'ai vu la Thaïlande à 30 km de chez moi. J'ai limite culpabilisé d'avoir eu ce préjugé. Ce temple de lumière, comme il est surnommé en thaïlandais, c'est aussi un lieu paisible où on peut venir se recueillir et méditer, mais aussi déguster de la street food thaï. Et là, quand on parle de nourriture, qui est toujours là, c'est Nini. Elle est là à tous les stands. Salade de papaye accompagnée de riz gluant, le steak de bœuf thaï, le poulet au basilic, le traditionnel pad thaï et j'en passe. C'est succulent. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais avant de vous emmener visiter et déjeuner, je vais retrouver Liliane là-bas qui a gentiment accepté de m'accorder une interview sur sa vie de motarde. Et ensuite, on ira faire un petit tour à moto en suivant l'itinéraire qu'elle nous aura concocté. Allez, je m'équipe. Je mets mes gants chauffants que j'ai achetés au Mans. Ça, c'est pour la rime. Non, c'est vrai en fait. Oui, parce que je me suis fait un petit périple comme ça dernièrement en solo jusqu'au Mont Saint-Michel avec des températures négatives. Quelle bonne idée. Et j'ai failli perdre mes doigts. Aïe, vive les gants chauffants quand même. Allez, let's go moto. Après avoir roulé sur une allée de 200 mètres de gravier, je me gare enfin dans la pagode, pile poil à côté de la moto de Liliane. Elle est là. Elle m'attend directement au restaurant pour se protéger du froid. Mais c'est dans un endroit beaucoup plus paisible que nous faisons cette interview, dans le parc de la pagode et précisément devant un Bouddha assis en tailleur. Liliane, c'est un petit bout de femme énergique qui adore prendre des photos. Et derrière son joli sourire, se cache une femme déterminée et volontaire. De façon imagée, je dirais que c'est une main de fer dans un gant de velours. Je vous laisse écouter l'interview. Bonjour Liliane. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci. On se retrouve ici, en fait, au Wat Tamapatip, parmi justement ces centaines de Bouddhas dorés. C'est un endroit qui est magnifique et qui est vraiment apaisant. Là, on a vraiment le chant des oiseaux, en fait, qui va nous accompagner pendant toute cette interview. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors du coup, Liliane, je suis une femme d'âge mûr, même si j'ai l'air jeune. Je suis asiatique, laotienne précisément. C'est assez proche de la Thaïlande, parce que le Wat Tamapatip, en fait, c'est un Wat thaïlandais. Comment la passion de la moto t'est venue? Alors en réalité, j'ai toujours admiré les motos, les motards. Je trouvais ça super beau et j'étais admirative. Mais je me suis prise un peu tard, parce que ça ne fait qu'1 an que j'ai le permis. Parce que je pensais qu'en étant petite et pas de muscles, que je serais incapable de piloter, conduire une moto. Ça a été quoi cette bascule en fait qui t'a fait dire qu'à un moment donné, allez hop, je saute le pas et je passe mon permis de moto? Mes enfants sont devenus grands. Je me suis dit, il est temps de penser à moi. Et en discutant avec une collègue qui était passagère et pas loin de la retraite, qui m'a dit qu'elle allait passer le permis, et je me suis dit, elle est plus âgée que moi, aussi petite que moi.
plus fine que moi. Je lui ai dit, mais c'est possible? Elle me dit, bah évidemment. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur Facebook pour voir si effectivement, si c'était possible pour des femmes de notre gabarit pouvaient conduire des motos, des grosses motos. Donc, le premier jour où tu as eu tes premières heures sur le plateau, est-ce que justement les croyances que tu avais par rapport à la moto se sont envolées à ce moment-là? Le fait justement d'être trop petite, de pas être assez forte pour pouvoir piloter une moto. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as réalisé que en fait, c'était tout à fait possible, hein? Alors pas du tout, parce qu'avant d'avoir ma première leçon, j'ai testé la moto, parce que la première chose qu'on m'a dite, c'était de s'assurer que je puisse avoir pied sur la moto, une fois installée sur la moto, puisque si je devais m'arrêter, etc., que je puisse avoir pied, voilà, tout simplement. Et le premier jour, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout pensé à ma taille, je n'ai pas du tout pensé au poids de la moto, trop cérébral, plutôt à réfléchir à comment avancer avec la moto, parce que je n'ai jamais fait de deux roues, tout simplement, même pas de scooter, rien. Donc c'est vrai que c'était cette appréhension-là plutôt que j'avais, de réfléchir comment comment naviguer entre l'embrayage et la vitesse pour faire avancer la moto. C'était ça en fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours été comme ça tout le long de mes leçons, un peu trop cérébral. D'accord. Donc, à travers le parcours là que tu viens de me décrire, j'ai l'impression que dans ton entourage, t'as pas eu cet entourage justement de personnes qui ont fait de la moto et qui ont pu en fait te donner des conseils. Je sais pas, est-ce que ça a été le cas ou pas? Non. Alors, dans mon entourage, en fait, je n'ai personne qui fait la moto. Enfin, si, j'ai mon beau-frère, mais il a arrêté il y a très, très, très longtemps. Il a arrêté juste parce qu'il ne pouvait plus en faire. Mais en fait, je ne l'ai dit à personne dans mon entourage. Je voulais faire la surprise à ma famille. Il n'y avait que du coup mon mari et mes enfants qui étaient au courant et qui ne sont mon mari qui est pas du tout motard, qui était même contre cette idée-là puisque il a appris que j'allais faire de la moto le jour où je me suis inscrite. Aïe. Hein. Oui. Donc quelle a été sa réaction, hein? Il était en colère. Et pendant 6 mois, il m'en a voulu. Il me demandait rien sur la moto, posait pas de questions, etc. Et puis bon, au bout de 6 mois, il s'est dit, que il a eu ce petit déclic et il m'a fait part de son soutien. Et c'est même à partir de là, je crois, où j'ai eu un déclic, où j'ai pu me sentir beaucoup plus sereine pour mon apprentissage dans la moto. Comme il t'a donné en fait son aval, hein, du coup, tout s'est débloqué à ce moment-là. Oui. Voilà, comme quoi pour piloter une moto, il y a aussi le mental et la psychologie qui va avec. Hein. Exactement, le mental effectivement pour dire qu'on peut le faire, parce que c'est vrai que si on se pose trop de questions, prendre plaisir, c'est ce qu'on m'avait dit, parce que moi je réfléchissais trop et donc du coup je prenais pas forcément le plaisir, et pourtant j'adorais mes leçons au plateau. Moi aujourd'hui j'en garde un bon souvenir par rapport à d'autres personnes. Moi j'en garde un très très bon souvenir, oui effectivement le soutien, c'est important, le soutien de ses proches. D'accord, donc ce serait un conseil que tu pourrais donner aux femmes qui veulent passer leur permis de conduire, qui ont aussi peut-être des croyances en fait trop petites, pas assez costauds, etc. et tout pour déplacer la moto. Ce serait effectivement de s'entourer des personnes qui peuvent justement les encourager, hein, oui, dans cette voie. En fait, c'est ce qui m'a manqué, c'est pendant mon apprentissage d'avoir quelqu'un avec qui discuter, qui puisse me rebooster et puis me donner les bons conseils. Donc j'ai cherché toute seule en fait les informations. J'avais un moniteur avant, mais il a démissionné entre-temps et donc du coup, je me suis sentie un peu abandonnée quand même à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'était pour moi très important d'avoir un moniteur en qui je pouvais avoir confiance. Parce que ce qui n'était pas le cas après, c'est pas que j'avais pas confiance, mais j'ai eu beaucoup de moniteurs. Il y a eu beaucoup de moniteurs. Ouais. Du coup, des conseils différents, etc. Mais en même temps, ça a été, fallait prendre le côté positif et se dire, chacun avait sa manière d'enseigner et de se dire, je prends que les conseils qu'il m'apportaient. Et c'est comme ça qu'en fait, je pense aussi, ça a été pour moi facile aussi. Mmh. Mais effectivement, quand on change comme ça de moniteur sur des phases d'apprentissage, je peux comprendre que ça puisse être vraiment déstabilisant. Hein. Ça l'a été parce que j'arrivais j'étais quasiment prête et quand le moniteur est parti après l'organisation de l'auto-école qui était un peu compliquée, mais du coup ça m'a valu effectivement encore des leçons supplémentaires, du stress en plus, donc il fallait vraiment se mettre en condition en disant on oublie tout. Allez, on prend les bons conseils, on oublie et puis mentalement se dire allez on y va quoi. Alors ce que j'ai beaucoup admiré en fait dans ton parcours en tant que motarde, c'est que il y avait personne dans ton entourage à la base qui était motard. Donc en fait, tu étais parti vraiment sur une base nulle, on peut dire ça comme ça, oui. En termes aussi bien en termes pratiques que en termes théoriques. Et après, ça t'a pas empêché d'aller sur les pages Facebook et de t'inscrire en fait à des sorties.
Est-ce qu'effectivement ça a été quelque chose, le fait que t'avais personne dans ton entourage qui faisait de la moto, ça t'a poussé justement à trouver ces solutions et voilà, j'ai trouvé vachement respectable. Hein. Raconte-moi un petit peu ton parcours sur les pages Facebook et des rencontres que t'as pu faire. Hein. Justement voilà, comme je n'avais personne dans mon entourage qui faisait de la moto, l'idée pour moi était de me créer un réseau. J'ai gardé contact avec 2 personnes de l'auto-école, donc c'est vrai que ce sont les premières avec qui j'ai roulé, mais j'aime beaucoup rencontrer les gens, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, peu importe. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais m'inscrire dans les réseaux, sur les groupes Facebook. Voilà, plein de groupes sur Facebook. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai rencontré différentes personnes et j'ai eu de la chance. J'ai rencontré que des personnes vraiment sympathiques. Et puis aussi après, à force de parler avec les gens, on a les amis non motards qui ont des amis motards. Et c'est aussi là où j'ai rencontré des motards, etc. Et l'idée pour moi, c'était ça, c'est faire des rencontres différentes. Alors je regardais, parce que forcément dans les groupes, je prenais dans les groupes qui créaient des événements, s'y prenaient des débutants, etc. Et puis surtout, c'est se lancer, sortir de ma zone de confort, pas rester dans mon périmètre et d'aller au loin. Et je me suis aussi inscrite à une journée de sensibilisation qui était à 1 heure de chez moi. Et oui, je me suis lancée en fait. Je me dis, pour apprendre, il faut rouler. Donc roule. Est-ce qu'il te reste des souvenirs encore de la première sortie que tu as pu faire avec justement des groupes de motards via Facebook? Hein? Alors la toute première, c'était une sortie sécurité. Donc on était un petit groupe, donc c'était assez sympa. C'était pas vraiment un groupe où on a fait une grosse balade, mais sinon, justement, après cette rencontre-là, j'ai fait une sortie avec à peu près une 40aine de motos. Ah oui. Et comme je savais que cette personne était vraiment bienveillante et que voilà la sécurité avant tout, j'ai pas eu peur de me lancer. C'est vrai parce qu'en ce moment on me dit oui, fais attention, les gens, il y en a qui font du wheeling, c'est des termes que je connaissais pas en plus. Wheeling, oui, qu'est-ce que c'est? Stunt, moi je connais pas. T'as quoi comme moto? Je sais pas, elle est juste bleue, c'est tout ce que je sais. Donc voilà, mais du coup, une quarantaine de motos, non, ça allait. Ouais. Ça allait et puis j'ai roulé à mon rythme parce que c'était ça le plus important. D'accord. Est-ce que tu as un mauvais souvenir à me raconter, en tout cas une anecdote que tu as eue avec la moto? On pourrait dire que c'est des mauvais souvenirs, mais pour moi, ce sont des bons. J'ai fait une sortie de virage le jour de la sensibilisation, journée de sensibilisation avec les gendarmes justement. Et finalement, parce que je pense, j'ai pas fait de grosses chutes ou j'ai jamais été blessée physiquement. J'en ai gardé finalement des bons souvenirs. Même sur le plateau, je suis tombée dans le petit trou à côté, j'ai disparu du plateau, j'ai fait peur à mon militaire. J'ai fait aussi un petit accident au moment de la circulation, mais j'avais pas encore eu mon plateau, donc c'était parce que nous en fait avec l'auto-école, il fallait amener la moto et la ramener à l'auto-école, donc j'avais fait une première fois une circulation, pareil virage. Je crois que voilà, parce que mon regard il est pourri, donc c'est important le regard. Non, en fait, je n'ai jamais eu aucun mauvais souvenir avec la moto. Et d'ailleurs, après les péripéties là que tu viens de nous raconter, ça t'a pas empêché pour autant de créer une page Facebook, hein, donc pour réunir justement les femmes, les motardes en Île-de-France. Hein. Est-ce que tu peux me raconter justement la naissance de cette idée? Comment tu as eu cette idée finalement? Est-ce que tu t'es dit on m'a transmis ça, donc effectivement j'aimerais aussi faire la même chose? Hein. Alors c'est plutôt l'idée est venue déjà quand je t'ai rencontrée avec Sandrine. J'ai trouvé ça sympa de rouler qu'avec des femmes parce qu'on prend plus le temps de discuter, de se poser que lorsqu'on est en mixte. Parce que moi ça me dérange pas du tout les balades mixtes, bien au contraire. Les balades mixtes, ça me dérange pas dans le sens où on rencontre. Voilà. L'idée, pour moi, c'est toujours la rencontre avec les motards, mais avec que des motards, je trouvais ça aussi sympa de temps en temps parce que voilà, comme je disais, on prend le temps de discuter, on fait connaissance et puis l'ambiance est différente. Puis c'est surtout en fait quand je rencontrais d'autres motards dans les balades mixtes qui me faisaient part en fait de leur stress de rouler avec d'autres motards qui disaient qu'on pouvait prendre des débutants ou des débutantes, mais qui au final râlaient parce que ça roulait pas assez vite. Et je me suis aperçue du coup aussi que beaucoup de motards avaient peur de se lancer toutes seules. Donc de là est née l'idée de créer cette page Facebook pour pouvoir permettre aux femmes de se retrouver entre elles et justement que nous on s'adapte au rythme des personnes avec qui on est et on se prend pas la tête en fait.
parce qu'on se prend vraiment pas la tête. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que tu as des motardes en fait qui passent leur permis moto et elles osent pas parce que elles ont pas l'entourage, comme tu dis. C'est très important d'avoir un entourage aussi de motards qui peuvent t'aider sur plein de choses, hein. Et ça arrive à mon avis beaucoup plus souvent qu'on le pense. C'est des femmes passent leur permis et finalement elles font pas plus de bandes que ça. Par peur, hein. Bah exactement. Et du coup là justement j'ai lancé l'idée de faire une sortie virage et on a pu voir dans les commentaires que beaucoup de personnes étaient intéressées mais qu'elles voulaient le faire dans leur secteur. Donc l'idée du coup effectivement c'est de lancer du coup un événement pour les sorties pour apprendre à prendre des virages correctement, mais d'aller dans leur secteur pour leur permettre de ne plus avoir cette appréhension quand elles prendront la moto dans les virages. Donc, c'est un super projet en tout cas. Est-ce que tu auras un conseil justement oui, tu m'as parlé effectivement de l'entourage. Le premier conseil, c'est de bien s'entourer. Oui. Mais est-ce que tu aurais un deuxième conseil à apporter pour des femmes qui veulent pas se lancer, qui ont peur parce qu'elles ont des croyances sur la taille, enfin tout? Est-ce que vous avez un conseil à apporter justement à ces jeunes femmes, à ces femmes qui souhaitent passer leur permis? Je dirais qu'en fait, il faut avoir confiance en soi. C'est vrai que moi, j'avais vachement peur quand j'ai eu la moto. Mon mari n'est pas motard, encore une fois, donc quand j'ai été la chercher chez le concessionnaire, j'ai eu peur de la sortir et de me dire effectivement je vais avoir un accident, etc. Honnêtement, quand j'ai sorti de chez le concessionnaire, j'y suis allée à mon rythme, en mode escargot, même dans les virages. Mais l'idée, c'est effectivement de rouler. Et si on a peur, c'est de rouler vers chez soi, dans les routes qu'on connaît, et de s'entraîner dans les virages qu'on connaît, parce que plus on roule, plus mieux on maîtrise, on va dire. J'aime bien aussi rouler en duo. Parce que les duos, et du coup avec des personnes qui roulent bien et qui sont toujours bienveillants, c'est là où en fait la personne, on se connecte via l'intercom et la personne m'apprend en fait en me disant voilà tu t'es mal placé, tu t'es bien passé, et c'est aussi comme ça que je progresse. Donc j'aime bien les petits groupes, j'aime bien rouler en duo, mais voilà, je diversifie aussi bien en nombre dans les balades que en type de personnes en fait. Et qui sait, tu pourras peut-être faire un duo avec ton mari, hein? Non, il m'a dit hors de question. En même temps, il a accepté que t'aies passé ton permis. Hein. On sait jamais, hein. Non, il a été radical. Même pas passager, même pas le passager de quelqu'un d'autre. Non, il a été catégorique. Et honnêtement, la moto, c'est mon moment où je suis seule. Quand je dis seule, quand je roule, voilà, je pense, j'oublie. C'est ce qu'on appelle, je crois, à ce moment-là, l'instant où on se sent libre, etc. Je suis vraiment, je me déconnecte de tout. Et en même temps, je suis entourée d'autres personnes. Mm-hmm. Et quand je roule, je suis toute seule. Et c'est ce que j'aime énormément quand je fais de la moto. Alors, on va passer à la minute cocotte. Hein. Et la minute cocotte, en fait, c'est je vais te poser des questions et tu réponds sans réfléchir. Mais ça permet simplement aux auditeurs de mieux te connaître. Hein. Talon, basket, hein. Les deux, enfin plus talon, mais les deux c'est bien. Plus talon au travail, hein. Oh, ça dépend en fait de mon attitude. Enfin, ça dépend. Il y a des moments où je suis en mode j'ai envie d'être un peu working girl et je fais un effort. Puis il y a des moments où j'ai envie d'être en mode zen et ça dépend. Je peux rester très longtemps en basket comme je peux rester très longtemps en talon. Plat de pâtes ou plat de riz? Le riz, parce que mon riz, c'est mon mari qui cuisine, pardon, et il me fait jamais de riz. Il aime pas trop, il évite. Donc c'est vrai que le riz, ça me manque. Rouge à lèvres ou gloss? Rouge à lèvres. Route de campagne ou route nationale, hein? Route de campagne, c'est pas mal. Brad Pitt ou George Clooney? George Clooney. Il est beau en vieillissant. Enfin, je le trouve beaucoup plus... Ah ouais, tu trouves? Ouais, je préfère Brad Pitt, moi. Ouais, je sais pas. Après, en même temps... Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. Juste avant l'interview, Liliane et moi vont déjeuner dans le restaurant The Château de la Pagode. Pour votre information, il faut prendre sa commande au premier stand et payer. Attention, seules les espèces sont acceptées, donc pas de carte bleue ni de chèque. Les plats et les desserts sont copieux et sont pour la plupart à 6 €. C'est vraiment abordable et c'est tellement bon en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut y manger là-bas? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la street food thaï dont le traditionnel pad thai, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plat à base de pâte de riz, de crevettes et ou de poulet, d'œufs brouillés. Il y a aussi du soja, de la ciboule, des cacahuètes pilées, le tout cuisiné au wok. Mamma mia, quel régal! Il y a un mélange de saveurs qui peut être surprenant. Il y a un côté salé sucré acidulé apporté par le tamarin et le citron qui fait la richesse de ce plat.
Dans les rues en Thaïlande, on peut trouver plein de petits gargotes qui cuisinent le pad thaï. Franchement, si vous voulez vous initier à la cuisine thaïlandaise, je vous conseillerais, sans hésiter, de commencer par goûter ce plat. On peut également manger une salade de papaye verte accompagnée d'un riz gluant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pris. La salade de papaye, également appelée le som tam, c'est aussi un plat traditionnel en Thaïlande. C'est de la papaye verte effilée, pilée dans un mortier avec des ingrédients suivants. De la carotte effilée, un peu de tomate, du sucre de palme, des cacahuètes grillées, de l'ail, de la sauce de poisson, du jus de citron vert et parfois, on peut même trouver un petit crabe mariné, mais l'ingrédient principal, c'est le piment. Mais quand je vous dis le piment, c'est pas qu'un peu, hein. Toi qui m'écoutes, si tu veux devenir cracheur de flammes, moi je te conseille de manger une salade de papaye. C'est aussi simple que ça. On peut également trouver dans ces stands du bœuf et poulet basilic thaï. Le basilic dans ce plat, c'est pas celui que vous trouvez dans les supermarchés. C'est pas le basilic qui accompagne votre tomate mozzarella. C'est le basilic thaï, c'est aussi extrêmement parfumé mais différent. Liliane avait pris ce jour-là un pho au poulet. Un quoi? Un pho? C'est un plat à base de pâte de riz cuit dans un bouillon avec de la viande de bœuf ou du poulet. On peut l'agrémenter de pousses de soja, de menthe, de coriandre et d'autres herbes aromatiques. En revanche, le pho n'est pas d'origine thaï, mais c'est un plat qui fait partie du patrimoine gastronomique du Vietnam. Il y a des plats qui réchauffent le cœur et le pho en fait vraiment partie avec ses senteurs parfumées, légèrement anisées, son bouillon travaillé, ses herbes aromatiques. Il fait partie des plats que vous devez goûter si vous aimez la cuisine asiatique. En accompagnement de ma salade de papaye verte, j'avais pris une salade de bœuf grillé. Je me suis donc retrouvée avec 2 riz gluants, 2 plats et un dessert. Quand je vous dis que j'aime manger, c'est pas une blague, hein. Je suis aussi gourmande que gourmet. Bref, pour revenir au plat, la salade de bœuf grillé, c'est des tranches de bœuf marinées avec une sauce dont je ne connais pas la recette, mais les échalotes, le basilic, la menthe viennent délicieusement taquiner les papilles. Et en dessert, on a partagé des beignets de banane. Oh mon Dieu, c'était merveilleux. Je pense pas que ça soit réellement un dessert thaïlandais, mais j'aime bien le côté croustillant de la pâte de beignet qui est agrémentée de sésame avec le côté fondant de la banane à l'intérieur. Et comme dirait Cyril Lignac, c'est gourmand, c'est croquant. Bon, ok, mon accent est vraiment pourri. Ce que je viens de vous décrire n'est pas une liste exhaustive des plats que vous pourrez trouver à la pagode. Et je vous invite à aller sur la page Facebook du Vat Tamapati pour en savoir davantage. L'atmosphère de cette pagode est apaisante. À cette période de l'année, il n'y a pas grand monde. Et quand il fait beau, des tables sont installées dehors dans ce grand jardin, et là, c'est une toute autre ambiance. Lorsqu'on rentre dans ce temple, on est d'emblée accueilli par une allée de statues de Bouddha dorés assis en tailleur. De quoi se sentir protégé quand même. C'est aussi un lieu de méditation. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de méditer là-bas, mais les écriteaux, les statues, les autels de prière contribuent à une atmosphère hautement spirituelle. Il y a dans cet immense jardin une partie réservée pour rendre hommage aux personnes défuntes. Chaque autel de prière ressemble à des petits temples sur lesquels est incrusté un écriteau avec le nom des familles. Il y a des lanternes de bougies aussi déposées au pied de ces autels. Dans le jardin, on peut y voir une grande fontaine, des bouddhas blancs et des bouddhas qui sont protégés par un abri. Je pense au dieu à 4 faces qui est représenté dans le célèbre temple d'Erawan situé à Bangkok et qui apporte la chance. Lorsqu'on s'enfonce dans le jardin, on peut trouver des salles dans lesquelles on peut déposer nos chaussures à l'extérieur pour prier. Il y a même un Bouddha d'émeraude dans une de ces pièces qui dénote vraiment des autres et qui rappelle le Bouddha d'émeraude en Thaïlande. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est que dans une de ces pièces, il y a un endroit où on peut venir pratiquer le yiking. Alors, qu'est-ce que c'est le yiking? Le yiking, qui est traduit littéralement par le livre des transformations, c'est un art divinatoire ancestral. On peut faire le tirage du yiking de plusieurs façons, mais généralement, dans les temples, c'est un tirage avec une 60aine de bâtonnets disposés dans un contenant en bambou.
qu'on secoue en pensant à sa question, jusqu'à ce qu'un bâtonnet ressort et tombe. S'il en a plusieurs qui tombent, il faut recommencer car il en faut juste un. Sur le bâtonnet est inscrit un numéro auquel il faudra se référer pour lire ce que l'avenir nous réserve. Donc si le bâtonnet que vous avez tiré vous dit que vous allez avoir un destin atrocement pourri, exceptionnellement, vous pouvez recommencer l'opération. Et si vous retombez sur le même bâtonnet, je peux vraiment rien faire pour vous. Mais je rigole. Plus sérieusement, le Yiking, c'est un art divinatoire chinois extrêmement complexe pour avoir lu le livre des transformations. Ces textes sont généralement vulgarisés pour simplifier l'interprétation des messages. Mais à l'occasion, si vous voulez vous lancer, foncez. 2 motardes extrêmement sympathiques, Tiffany et Ranma, sont venues nous rejoindre à la pagode. Elles ont répondu présentes à la sortie organisée par Liliane sur sa page Facebook Balade Moto Femmes Île-de-France. Il me restait plus qu'à dire. Let's go moto, allez. La balade fut agréable. Liliane nous a fait un petit tour en Seine-et-Marne. Pas mal de routes de campagne après de passer au péage. Liliane, y a pas une erreur là ? Mais bref, on a bien rigolé. C'est pas la seule péripétie qu'on a eue, celle-ci par contre a été moins drôle, enfin, pour nous. On s'était arrêté devant l'entrée d'un château. Il n'y avait aucun panneau pour nous dire qu'il était interdit de stationner devant. Un homme est sorti pour nous dire « dégagez de suite !» mais de façon super agressive, quoi. Il a répété à plusieurs reprises et nous a même dit qu'il a pris en photo nos plaques. J'ai cru qu'il allait sortir un fusil à un moment donné. Bref, c'est triste de voir ça. Il y a vraiment des tarés, hein. On a repris la route et j'ai dû partir avant. Ce n'est qu'un au revoir. Bon, il va pleuvoir là. J'espère sincèrement que j'aurai l'occasion de rouler avec les filles de nouveau. Cette petite évasion au temple bouddhiste m'aura vraiment permis d'être inspirée pour faire la minute de gratitude. La minute de gratitude, c'est un petit bilan de la journée qui vient de s'écouler, mais c'est aussi un moment de réflexion. Dans ce temple, il y avait beaucoup de réflexions bouddhiques écrites sur les dalles au sol et sur des pancartes accolées au muret. Il en avait un qui disait ceci : « Restez avec le moment présent pour être heureux ». Dans le bouddhisme, la notion de l'impermanence est fondamentale. Tout ce qui naît est amené à disparaître, que nous le voulons ou non. C'est une loi universelle, la même loi pour nous tous. C'est comme ça, car tout n'est que mouvement et changement. D'y résister, c'est souffrir. S'accrocher au passé, par exemple, c'est souffrir. Anticiper le futur, c'est inutile, car il est imprévisible. Donc, j'en déduis que pour être heureux, il faudrait que tout le monde ait une moto pour s'ancrer dans le présent, si j'ai bien compris les écrits. Ouais, j'aime bien cette déduction. Il avait aussi un écriteau qui disait « Par soi-même, avec espoir et courage ». Le mot « courage », je pourrais l'attribuer à Liliane. Quand elle me dit qu'elle a passé son permis moto malgré le désaccord de son mari, pour moi, ça c'est du courage. Le courage, c'est aussi de défendre sa passion coûte que coûte, de mener sa vie comme on l'entend, de traverser des difficultés sans jamais les considérer comme telles et d'exprimer sa passion en guidant les femmes lors de ses sorties organisées. Et vous, avez-vous eu un jour été amené à défendre quelque chose qui vous tenait à cœur ? Sinon, qu'attendez-vous pour le faire, hein ? Il y a un coq qui s'est paumé dans la cour ? Attendez, je vais voir, hein. Mais qu'est-ce que tu veux ? Oui, pour votre information, hein, je parle aux animaux, hein. Tu veux que je revienne en France, hein ? Je comprends pas, j'étais en France, mais aussi en Thaïlande. Ah oui, je comprends mieux. Toi, tu es vraiment chauvin. Tu veux que je goûte le brie de Meaux. C'est ça, en contemplant un lavoir en pleine campagne française. Ok, je vais faire ça pour toi. Vous l'aurez compris, c'est la suite au prochain épisode, hein. Si vous avez aimé ce motocast, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me laisser un gentil commentaire et faire partager ce motocast à vos proches, par exemple. Allez, à très bientôt.